Jean-Paul Chagnolot, bonjour. Bonjour. Vous êtes avec nous, vous nous emmenez 100 ans en arrière. C'était dimanche dernier, la Turquie a donc célébré les 100 ans, mais oui, de la naissance de sa République. On en parle avec vous à travers l'itinéraire de son fondateur, évidemment, Mustafa Kemal Atatürk, et ses deux traités, Sèvres et Lausanne, des traités qui ont scellé les frontières et l'histoire de la Turquie moderne. On va s'intéresser, Jean-Paul Chagnolot, pour commencer à ce fameux traité de Sèvres. Il nous ramène à la fin de la Première Guerre mondiale. Il est signé en août, le 10 août 1920, signé entre les Alliés, les victorieux, l'Empire ottoman. Un traité qui va prévoir une sorte de découpage, de recul des territoires de cette immense région. Rétrécissement, le sultan d'alors, Mehmed VI, accepte. Il renonce alors, Jean-Paul Chagnolot, à certaines provinces arabes et africaines. C'est une véritable humiliation. Oui, en fait, c'est au lendemain de la Première Guerre mondiale, donc l'Empire ottoman perd cette guerre et en fait, dans les mois qui suivent, c'est l'effondrement de l'Empire ottoman qui couvrait ce qui est aujourd'hui la Turquie et ce qui est l'ensemble du Proche-Orient, on va dire, moins l'Arabie, mais globalement, c'est tout le Proche-Orient. Et donc, dans cette dimension géographique, ce sont les empires coloniaux, la France et la Grande-Bretagne, qui vont se partager les dépouilles de l'Empire ottoman, et ils vont le faire, disons, en deux aspects. Le premier, c'est que les provinces arabes vont être entièrement dominées par la France et la Grande-Bretagne, qui vont installer des mandats, et ça va donner les pays que nous connaissons, la Jordanie, le Liban, la Syrie, etc. Et puis en ce qui concerne le reste du territoire, c'est-à-dire ce qui devient la Turquie, en fait, c'est devenu les deux empires imposent une souveraineté extrêmement limitée à la Turquie et un territoire atrophié, puisqu'on prévoit dans ce territoire atrophié la création possible d'un État kurde, la possibilité également d'un État arménien dans tout l'Est, dans l'Anatolie, et puis les détroits sont sous contrôle international et la région de Smyrne est en fait pour les Grecs. Donc en fait, il reste Ankara et puis un territoire tout autour d'Ankara, et donc c'est vraiment effectivement une humiliation, et ce traité de Sèvres ressemble, disons dans sa logique, au traité de Versailles, c'est-à-dire en fait une humiliation du vaincu qui doit en fait accepter tous les diminutions de souveraineté et territoriale. Voilà. Accepter et payer aussi, puisqu'il doit rembourser des indemnités aux Alliés. Alors à l'époque, ce traité de Sèvres est donc signé d'un côté, je le disais, par le gouvernement ottoman à Istanbul, mais pas par le gouvernement d'Ankara, qui est dirigé par Mustafa Kemal Atatürk. De très nombreux Turcs à l'époque ne veulent pas voir leur pays dépecé, détruit, offert aux empires coloniaux européens. Il y a une véritable révolte derrière Kemal Atatürk. Oui, en fait, si on reprend la distinction que je viens de faire entre les provinces arabes et puis l'ensemble turc, il y a une différence absolument capitale, c'est que dans les provinces arabes, il y aura des révoltes, mais elles seront toutes écrasées par les deux empires. Les révoltes contre les Français, les révoltes contre les Britanniques seront complètement écrasées par les puissances coloniales. C'était vrai en Syrie, c'était vrai en Palestine ou ailleurs. Par contre, ce qui va se passer en Turquie, c'est tout à fait l'inverse. Il y a en fait toute une histoire de l'État turc avec l'Empire ottoman, il y a une armée turque et il y a surtout ce qui sous-tend l'ensemble, un nationalisme turc très fort qui va être incarné, comme vous venez de le dire, par Mustafa Kemal. Et là, c'est vraiment la volonté d'effacer Sèvres, d'effacer l'humiliation par les armes. Et donc, j'ai évoqué un État kurde, un État arménien, c'est balayé par les armes. La présence française qui devait aller dans une partie de la Cilicie, c'est-à-dire au sud de l'Anatolie, eh bien, là aussi, les Français doivent se replier par les armes. Il y aura un traité qui va sceller tout ça. Et les Grecs qui se trouvaient à Smyrne vont être littéralement boutés hors du territoire. Et même ensuite, tous les Grecs orthodoxes qui se trouvaient en Turquie devront partir. Il y aura un échange de population. Donc, pour aller à l'essentiel, Mustafa Kemal, qui est le héros du nationalisme turc, va réussir à imposer sa volonté, qui est de créer un État turc en se débarrassant de toutes les ingérences extérieures et de toutes les humiliations et de toutes les diminutions territoriales qu'on lui imposait. Par exemple, quand j'ai évoqué les détroits tout à l'heure qui étaient sous contrôle international, là aussi c'est balayé et ça va donner ce nouveau traité 3 ans plus tard, le traité de Lausanne en 1923. Il faut ajouter peut-être un point qui paraît un détail mais qui est fondamental en réalité, c'est que
Mustafa Kemal a réussi en fait à battre les différentes armées sur tous les fronts que je viens d'évoquer brièvement, mais il ne s'est pas occupé des îles dans le Dodécanèse, par exemple, et donc ces îles vont rester grecques, enfin bien plus tard. Et ça posera bien des problèmes aujourd'hui, car tout ce qu'on évoque ici, c'était il y a un siècle, mais ça a des conséquences évidemment aujourd'hui considérables sur le plan géopolitique à tous égards. Donc le traité de Sèvres humiliant, le traité de Lausanne en 1923, donc beaucoup plus avantageux pour la Turquie moderne de Atatürk. À ce moment-là, il peut d'une certaine façon façonner cette fameuse Turquie moderne. C'était dimanche dernier en Turquie, donc on commémorait ce 100e anniversaire avec bien sûr Erdogan. Alors Erdogan, successeur ou concurrent d'Atatürk, qu'est-ce qui reste? Et c'est énorme ce qui reste 100 ans après. Mais on disait que les commémorations en fait n'avaient pas été très flamboyantes. En fait, juste avant de venir à votre remarque importante, il faut rajouter un point sur les Kurdes, parce qu'en fait, la question de la minorité kurde, elle a été évoquée tellement présente en disant qu'il fallait respecter la minorité kurde, et en fait, ça ne s'est jamais fait. Et il y aura toujours un problème kurde jusqu'à aujourd'hui, qui représente quand même une très importante minorité. Et donc c'est un État-nation turc, mais avec évidemment ce problème kurde qui est lancinant et qui a conduit à une guerre civile pendant des années, et c'est pas terminé évidemment aujourd'hui. Donc on est vraiment dans ce monde qui a été fabriqué en 1923, mais dont les séquelles demeurent. Évidemment, on n'a pas réglé vraiment la question kurde, même si on croyait l'avoir réglée. Quant à effectivement ce que ça représente, je pense que Erdogan, au fond, est à la fois le successeur, mais un successeur différent, parce que il reprend des fondamentaux qui sont bien éloignés de ceux mais il a aussi effacé des choses. Comment ? Il a aussi effacé un petit peu des choses, beaucoup. Bien sûr, parce qu'en fait, quelque part d'ailleurs, dans la politique étrangère, on parle de politique néo-ottomane. Il revient à l'histoire, bien Exactement. entendu. Il doit à prendre en compte l'héritage de Mustafa Kemal, et bien souvent dans ses discours, il y a le portrait de Mustafa Kemal, mais en même temps, il va aller au-delà. Il va aller au-delà en reprenant des fondamentaux qui sont évidemment des fondamentaux qui sont souvent appuyés sur la religion et sur l'histoire de l'Empire ottoman. C'est ça, je crois, l'idée. Et au fond, dans sa politique étrangère en particulier, il se comporte, on dit souvent, une politique néo-ottomane. C'est vrai qu'il a cette ambition d'avoir une influence dans toute la région, et c'est ce qui se passe en Azerbaïdjan, c'est ce qui se passe aujourd'hui par rapport à la Palestine. Il est très présent dans ses déclarations, il est jusqu'en Libye. Donc il a effectivement cette volonté à la fois de s'inscrire dans une continuité et en même temps de l'infléchir très fortement pour des raisons à la fois idéologiques et politiques. Voilà, les 100 ans de la République turque, c'était dimanche dernier, 29 octobre, donc 1923 jusqu'à 2023. Merci de nous avoir résumé ce pan d'histoire avec un grand H en quelques minutes, Jean-Paul Chagnolot. Ça a été un plaisir de vous avoir au téléphone ce matin. Je rappelle que vous êtes le président de l'IREMO. Merci et excellente journée.